Christelle, maintenant, bonjour. Bonjour. Donc, merci de nous accorder un petit entretien. Donc, vous êtes consultante chez Secafi, vous êtes responsable, enfin en charge de tout ce qui est prévention des risques, consultante en prévention Mhm. des risques. Vous êtes une ancienne préventrice, hein, Oui. en entreprise. Donc, vous avez exercé donc, le métier de préventeur, préventrice en entreprise. Et on va parler documents uniques. Et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, je crois que, enfin, vous me confirmez ou pas, mais j'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé du document unique. Pour autant, a priori, c'est une matière, un exercice imposé qui paraît un peu abrupte, euh, perçu comme une contrainte dans pas mal d'entreprises, hein, particulièrement les PIL, vous pourrez en dire davantage. Toujours est-il, on voit dans les décisions de justice récentes, hein, notamment celle de Renault, et vous parliez également celle de La Poste, que le document unique, c'est un document important et clairement appréhendé par les juges. Donc, bon, voilà. Donc, sur ce fait de gloire actuellement du document unique et dans quelle mesure, quel va être son destin au regard de la crise qu'on connaît. Alors, j'aurais du mal à vous répondre sur son destin. Je sais qu'il y a il y a certaines discussions à l'heure actuelle dans les institutions pour essayer de supprimer ce document ou de voir comment on pourrait éventuellement le simplifier. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais je pense que vous avez raison. Oui, au contraire, à l'heure actuelle, on le remet plutôt au premier plan. Et pour une raison qui me paraît assez évidente et assez simple, en fait, comme dans toute démarche de plan d'action qui vise à améliorer une situation, vous êtes toujours obligé de passer par une phase de diagnostic. Tout à l'heure, quand on préparait cet entretien, je vous donnais l'exemple d'un cabinet de conseil en finance qui viendrait vous voir dans votre entreprise en vous disant, sans même avoir analysé vos comptes, sans connaître votre marge, votre chiffre d'affaires, votre niveau d'endettement ou tout ce que vous voulez, qui déjà là se poserait pour vous donner des solutions. Vous ne le prendriez pas au sérieux. Et c'est la même chose dans une démarche d'évaluation des risques. Avant de mettre en place un plan de prévention de ces risques, on est bien obligé de passer par une situation de diagnostic, d'audit pour comprendre situation de travail par situation de travail, quels sont les risques auxquels sont exposés les salariés dans leur quotidien de travail. Et c'est pour ça aujourd'hui que ça revient au premier plan, parce que face à cette situation de pandémie, à ce nouveau virus qu'on connaît tous mal, les entreprises peuvent être un peu tentées d'appliquer de manière monolithique ce qui tombe des ministères, hein, les fameux gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque, etc. Et en fait, il faut d'abord passer par l'analyse des activités de travail pour vous mettre en place les bonnes mesures de prévention contre la propagation de l'épidémie. Vous n'allez pas mettre en place la même chose pour quelqu'un qui travaille en open space, pour une personne qui est en atelier ou pour quelqu'un qui est en zone logistique. Donc, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette zone de diagnostic. Et effectivement, c'est parfois compliqué pour certaines entreprises parce que même si l'employeur a la main sur la démarche, cette démarche, elle peut être plus ou moins chronophage, plus ou moins technique, plus ou moins longue à mettre en place. Et pour les plus petites entreprises, il n'y a pas forcément les ressources en interne pour faire déjà la première mouture de ce document et ensuite pour le mettre à jour. Mais pour autant, on ne peut pas faire l'impasse dessus. En tout cas, vous confirmez bien qu'il y a un lobbying. Alors, il vient d'où ce lobbying pour simplifier et alléger cette contrainte, enfin, ce passage obligé qu'est le document unique. Alors, je ne saurais pas dire avec précision d'où il vient, mais effectivement, je pense que c'est dans les entreprises les plus petites. Quand je dis les plus petites, ce n'est pas non plus des toutes petites structures, hein, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir une taille critique, peut-être de l'ordre de plusieurs centaines de salariés, pour avoir ouvert au moins un poste de préventeur, au moins à mi-temps. On les appelle ingénieurs HSE, préventeurs, responsables sécurité. Et c'est vrai que pour les entreprises qui n'en disposent pas, elles peuvent à la fois manquer à la fois de la connaissance technique, comment est-ce qu'on fait un document unique efficace, et à la fois du temps. Parce que voilà, la première fois que vous devez vous atteler à la rédaction du document unique, c'est quand même un certain investissement en temps. Et si les entreprises ne comprennent pas l'intérêt, pensent que c'est juste une obligation administrative, elles peuvent décider de ne pas vouloir investir ce temps-là et de vouloir faire l'impasse dessus. Ou alors faire un copier-coller comme on le voit souvent aussi. Il y a des documents uniques qui existent, mais ce sont des copier-coller, quoi. Ils n'ont aucun sens, aucun intérêt, aucune valeur en d'usage. Oui, alors on le voit de moins en moins pour les risques physiques. Je pense Ok. que c'est pas mal démocratisé. Par contre, c'est vrai pour les risques psychosociaux, c'est ce qu'on voit encore dans certaines entreprises, hein, où on a parfois même, on n'a pas de mention des risques psychosociaux, ou alors on a une seule ligne pour l'ensemble d'un établissement, ou alors on a des copier-coller de ce qu'on peut trouver année après année, sans mise à jour, oui. Ouais, alors que normalement, la démarche du document unique, c'est bien par unité de travail, c'est bien ça, hein. Elle doit être segmentée par unité de travail. Exactement, oui. Oui, oui, c'est par unité de travail, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas avoir une exposition homogène dans l'entreprise en fonction du poste que vous occupez. Ok. Donc, je pense que ça va dans le sens pour les risques physiques, je pense que tout le monde a ça en tête, hein.
Vous n'êtes pas exposé au même risque de manutention si vous faites un travail de bureau, si vous êtes dans une zone logistique ou si vous êtes dans un atelier de production. Mais ça vaut aussi pour les risques psychosociaux. Parmi les facteurs de risque, par exemple, il y a la charge de travail ou l'autonomie. Il n'y a pas de raison que ce niveau de charge de travail ou d'autonomie soit le même dans tous les métiers de l'entreprise. Il faut forcément faire une analyse unité de travail par unité de travail. Ok. Alors, c'est une contrainte, c'est une obligation qui est posée par la loi. Pour autant, l'exercice après le mode d'évaluation, il est complètement libre, on est d'accord? Et donc, quel est le degré de liberté de l'entreprise pour appréhender son mode d'évaluation? Et dans quelle mesure, par exemple, les représentants du personnel sont ou non impliqués dans la démarche au moment du document unique? Est-ce qu'ils le sont ou enfin, dans quelle mesure, a priori, il n'y a pas d'obligation de l'employeur à impliquer les représentants du personnel dans la démarche. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Essayez de reprendre. Oui, l'employeur est totalement libre de la méthode qu'il utilise pour évaluer les risques. Ce que précisent les textes, c'est que ça doit être fait par unité de travail, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un groupe de population qui exerce le même métier et qui est exposé aux mêmes risques. Après, il a la main. Notamment, on utilise souvent des critères de fréquence d'exposition au risque et de gravité. Donc, il peut ou pas les utiliser. S'il les utilise, il a complètement la main sur l'échelle de fréquence et sur ce qui met dans chaque type de fréquence. Il peut avoir une échelle de 1 à 4, de 1 à 10, de 1 à 3, c'est lui qui définit. Et il peut dire qu'une fréquence de 1, c'est tous les jours, comme il peut dire qu'une fréquence de 1, c'est une fois par an, etc. Là, il est complètement libre. Et effectivement, il y a à la fois une absence d'obligation de l'employeur de solliciter les représentants du personnel pour faire le document unique, et à la fois, il y a des textes qui précisent que les représentants du personnel doivent faire l'évaluation des risques, puisque le nouveau CSE a repris l'ensemble des attributions de l'ancien CHSCT et qu'il était bien dit dans les attributions du CHSCT qu'il faisait l'évaluation des risques. Donc maintenant, le CSE a ses attributions qu'il peut déléguer en tout ou partie à la commission SSCT, mais quoi qu'il en soit, il doit toujours faire l'évaluation des risques. Et vous avez par ailleurs d'autres textes qui disent qu'il y a un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, et là, qui est sous la responsabilité de l'employeur, qui doit s'assurer qu'il est fait et qu'il est mis à jour périodiquement. Et vous avez un peu deux types de textes qui cohabitent. Donc, dans les entreprises où il n'y aurait pas du tout de dialogue social, ça reviendrait à faire deux évaluations en parallèle, qui, à mon avis, n'a pas de sens. Et d'ailleurs, que ce soit les textes du ministère du Travail ou de l'INRS, poussent très fortement à ce que ce soit une démarche conjointe. Et il y a un vrai intérêt à ce que ce soit une démarche conjointe parce que les ingénieurs sécurité, les responsables prévention dans les entreprises, qui essayent d'être le plus objectifs possible, qui ont généralement la main sur le document unique, restent quand même, malgré tout, des représentants du chef d'établissement. Et dans la manière dont ils réfléchissent au risque, ils sont souvent sur l'idée du travail prescrit. Je vous donne un exemple très clair. S'il y a une procédure qui dit qu'une charge de plus de 30 kg doit être portée par 2 salariés, que c'est la procédure officielle, quand ils font l'évaluation des risques, ils disent cette charge est portée par 2 salariés. Et il faut que pendant cette évaluation, il y ait des représentants côté salariés, idéalement les salariés eux-mêmes ou alors les représentants du personnel, qui disent oui, c'est ce que dit la procédure. Mais dans les faits, dans cette équipe, il y a des départs qui n'ont pas été remplacés, on n'a pas assez d'intérimaires, où les salariés ne sont pas planifiés de manière suffisamment nombreuse. Et en fait, quand il y a une charge de plus de 30 kg, il n'y a jamais 2 personnes pour la porter. Donc, c'est toujours un port de charge seul. Vous voyez, donc on remet les deux versions. La version employeur qui est le travail prescrit et la version du travail réel qui est portée soit par les salariés, les managers de proximité ou les représentants du personnel. D'où l'intérêt associé à cette démarche. Entendu. Au regard de ce que vous venez de dire, où se place le PAPRI Pacte? Là, il relève a priori d'une approche globale, mais il se place où par rapport au document unique? Alors, le PAPRI Pacte, c'est le document. Je vous laisse décliner l'acronyme. Alors, on va voir si j'y arrive. Donc, c'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Bravo. Voilà. Ça, c'est le métier. Donc, ce fameux PAPRI Pacte, en fait, si vous voulez, c'est le plan qui vient agréger tout ce qui a pu être mis en avant dans les différents diagnostics de l'entreprise comme mesure de prévention qu'il fallait mettre en œuvre. Je mets les différents diagnostics, là, en faisant ce petit geste-là avec ma main, parce que le premier diagnostic, c'est l'évaluation des risques, que vous faites à un instant T, puis vous mettez à jour périodiquement, mais c'est aussi l'analyse des accidents de travail. Un accident de travail grave, vous ne voulez pas qu'il se reproduise, pouf, il y a un plan d'action qui vient se déverser dans le PAPRI Pacte. C'est aussi la veille réglementaire. Chaque année, il y a des nouveaux textes. L'entreprise doit se dire, est-ce qu'elle est ou pas conforme? Si elle n'est pas conforme, pouf, ça tombe dans le PAPRI Pacte. Qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour se mettre en conformité? C'est aussi les réunions de CSE qui remontent des problématiques terrain.
n'importe quoi, les élus remontent que les chaussures de sécurité sont tellement inconfortables que les gens ne peuvent plus les porter. Et ça serait bien de mettre en place des nouveaux EPI, de faire des tests l'année prochaine, d'essayer une nouvelle chaussure de sécurité. Pouf, ça vient alimenter le PAPRI Pacte. Voyez. Donc en fait, ce document, il vient recueillir tout ce qui peut être issu des dispositifs, des diagnostics dans l'entreprise pour protéger la santé et la sécurité et améliorer les conditions de travail. Et l'intérêt, c'est que là-dessus, par contre, les textes sont très clairs. Il faut consulter le CSE qui doit rendre un avis. Et rendre un avis, évidemment, c'est pas dire oui ou non. Rendre un avis, c'est retirer les fils de tout ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire qu'il faut, alors ça demande de l'organisation et beaucoup de boulot pour les représentants du personnel, mais ça veut dire que tout au long de l'année, se sont répartis les rôles. Il y en a un qui doit s'assurer que des plans d'action mis en œuvre après les accidents de travail, un autre qui dit « moi, je vais me charger de la veille réglementaire », un autre qui dit « moi, je vais mettre à jour le document unique », et l'autre qui dit « moi, je vais lire les comptes rendus de CSE et je vais bien voir si tout ce qu'on a demandé ensuite est repris dans le PAPRI Pacte sur lesquels on est consulté ». Vous me dites, je ne suis pas claire, mais… Ah, tout à fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment une approche globale et là, qui a vraiment du sens. Là. Oui, oui, qui a vraiment du sens. Mm. Après, il y a plein de PAPRI Pacte qui sont très bien faits, mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui oublient des pans entiers, qui ont tendance, par exemple, à faire du copier-coller année après année et qui sont plus de la promotion pour l'entreprise, qui, dans son PAPRI Pacte, fait le bilan de toutes les formations SSCT qu'elle a animées, explique qu'il y a eu tant de réunions de l'instance, etc. Mais ça manque parfois de mesures concrètes. Est-ce qu'on va rénover des locaux? Est-ce qu'on va acheter du nouveau matériel? Est-ce qu'on a mis en place une nouvelle organisation du travail pour lutter contre les risques psychosociaux, etc., etc. Entendu. Bah, justement, vous en parlez des risques psychosociaux. Vous en aviez tout à l'heure, précédemment, un petit peu parlé. Vous l'avez également explicité que la démarche d'évaluation était libre, qu'elle se faisait par unité de travail. Quelles sont un peu les grandes lignes que vous pourriez conseiller justement pour un peu renforcer un peu le volet RPS qu'on trouve tant dans le document unique d'évaluation des risques que dans le PAPRI Pacte, et notamment sur l'équilibre peut-être entre dans quelle mesure on peut conjuguer une approche quanti, une approche quali, un peu quelles sont les méthodologies possibles. Alors, je pense qu'un des points que moi je pousse quand j'interviens en entreprise, c'est qu'il y a la fonction prévention et la fonction RH qui travaillent main dans la main dans l'évaluation des risques psychosociaux. Dans beaucoup d'entreprises, les risques physiques, c'est le précaré de l'ingénieur HSE, du préventeur, du responsable sécurité, et les risques psychosociaux, c'est le précaré des RH. Pourquoi? Parce que les risques psychosociaux, ça touche à des thématiques comme le management, la charge de travail, la culture d'entreprise, la reconnaissance, qui sont des thématiques fortement ressources humaines. Le problème, c'est que généralement, les gens des ressources humaines ne sont pas formés à l'évaluation des risques. Ce n'est pas leur métier. Alors, vous avez certains RH qui font la démarche de se former, mais la plupart ne savent pas très bien par quel bout prendre ce mouton à 5 pattes, n'ont pas la méthodologie, ne savent pas forcément ce que c'est que fréquence, gravité, risque brut, risque résiduel, coefficient de maîtrise des risques, etc. Ça ne leur parle pas vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus, souvent, les ressources humaines ont tendance à faire une approche RPS par cas individuel. C'est-à-dire que par risques psychosociaux, elles entendent souvent des situations de conflits interindividuels, de difficultés entre un manager, un salarié, des salariés entre eux. Et elles ne sont pas dans une approche organisationnelle collective globale. Et souvent, la preuve en est, c'est les fameux dispositifs d'alerte. C'est-à-dire que les RH adressent les RPS en disant s'il y a une situation de RPS, on a mis en place un dispositif de remontée d'alerte, qui est souvent un dispositif performant, mais pour faire remonter un cas de mal-être individuel, une situation de tension à un instant T, mais qui n'est pas un dispositif d'évaluation des risques psychosociaux. L'intérêt de faire une démarche conjointe entre RH et préventeur, c'est que le préventeur, lui, de la même manière qu'il sait qu'il y a une norme qui existe pour évaluer la manutention, en fonction du poids de la charge, de la hauteur de prise, de l'angle de l'articulation, etc. De la même manière qu'il sait adresser les risques chimiques en fonction de ce que c'est une contamination par inhalation, ingestion, contamination cutanée, etc. Il sait que pour les risques psychosociaux, il y a une démarche qui s'appuie sur les travaux de la commission Golac de 91 et qui a été repris par l'INRS. Alors, il y en a plein d'autres, mais celle-ci, c'est une des plus connues, et qui vous liste 25 questions que vous avez à poser aux salariés pour avoir une cotation ensuite, unité de travail par unité de travail, des risques psychosociaux. Lui, c'est le mettre en forme, c'est le mettre dans le document unique. Et après, les RH vont pouvoir s'en saisir une fois que cette évaluation des risques est faite pour mettre en œuvre ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire un dispositif d'évaluation des objectifs qui est moins facteur de RPS, plus de reconnaissance au travail, une meilleure organisation, etc., etc. Un autre type de management. Voilà, d'où l'intérêt de pouvoir travailler ensemble. Entendu. Mais est-ce que les RH, par exemple, sont peut-être plus enclins aussi à avoir une approche quali, sous base de questionnaires,
Et les limites de ça, dans quelle mesure? Enfin, le questionnaire, l'approche quali a ses limites aussi. Non, la question, comment on objective, on peut objectiver les RPS, c'est ça peut-être la question. Oui. Alors, au contraire, les RH auront plutôt tendance, de mon expérience, hein, je suis en Ouais, train de généraliser et honnêtement, j'ai peut-être aucune valeur statistique, hein, je vous parle que de mon expérience. Mais les RH ont plutôt une tendance à avoir une approche quanti via des indicateurs. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'accords risques psychosociaux. Et on met en place un indicateur lié à l'absentéisme, au turnover, au nombre d'accidents, mais c'est vraiment des indicateurs chiffrés purs. Et là, au contraire, ce que je vous proposais, c'était de passer par une approche mixte. C'est-à-dire ce fameux questionnaire de l'INRS, il permet à la fois d'être qualitatif, parce qu'une fois que vous l'avez passé, vous avez des pistes d'amélioration. Vous savez si le problème, c'est la charge de travail, l'intensité, les horaires décalés, les conflits de valeurs, les problématiques, des conflits sociaux dans l'entreprise. mmh, Donc, vous avez déjà des pistes et en même temps, vous avez une approche qui permet de quantifier ça dans le document unique, unité de travail par unité de travail, avec un degré d'exposition. Vous pouvez dire que tel service est beaucoup plus exposé que tel autre. Vous voyez, c'est une approche qui, alors qu'un indicateur, finalement, s'il y a un taux de turnover important, ça ne vous dit pas pourquoi, ça ne vous dit pas sur quoi vous devez travailler. Avec ce questionnaire, à la fois, vous pouvez comparer les services entre eux, quantifier l'exposition au RPS et en même temps avoir déjà des premières idées de ce que vous devez améliorer. Est-ce que c'est le degré d'autonomie? Est-ce que c'est le niveau de fixation des objectifs? Etc. etc. entendu. Et il y a par ailleurs aussi, quand on en avait discuté, par exemple sur la question de la charge de travail, par exemple, il y a aussi la possibilité d'objectiver en dehors du questionnaire et en dehors d'un indicateur, enfin là pour le coup purement quanti. Est-ce que comment ça s'appréhende, par exemple, dans le cas par exemple des forfaits jours, la notion de charge de travail dans- Alors ça ne peut s'appréhender vraiment qu'unité de travail par unité de travail. Hmm, Et en fait, chaque unité de travail qui peut définir des bons indicateurs par rapport à la charge de travail. Et il faut vraiment très bien connaître le métier, donc ça se fait main dans la main avec les managers de proximité. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'intervenir il n'y a pas très longtemps sur un centre d'appel qui fait de la prise de commande et du suivi de commande jusqu'à la livraison. Et les indicateurs qui étaient utilisés pour répartir la charge entre les chargés de clientèle, c'est surtout un montant de chiffre d'affaires géré. Mais ce qui peut être hautement inéquitable, parce que vous pouvez avoir des gros clients qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires sans générer de travail, des chargés de clientèle, parce que tout se passe bien, et vous en avez d'autres qui ont des portefeuilles beaucoup plus morcelés, qui là où une collègue va avoir 20 clients, l'autre va en avoir 70 ou 80, et en plus des clients qui vont appeler, avoir des problématiques de commandes spécifiques, avec des transporteurs qui ne sont pas fiables. Et du coup, quand on fait réfléchir les chargés de clientèle sur les bons indicateurs, elle ne parle pas d'un montant de chiffre d'affaires. Elle parle d'un nombre de réclamations, elle parle de fiabilité de saisie de commande, elle parle comment dire, de problématiques de qualité, d'approvisionnement en fait pour les commandes, etc. Donc elles mettent en avant d'autres indicateurs. Et une fois qu'on accepte de travailler avec elle et qu'on met en place ces autres indicateurs, là on arrive à un suivi de la charge de travail qui est beaucoup plus objectif. Mais ça peut se faire cas par cas. Ça ne peut pas être global. Et pour chaque métier, on doit définir quel est le bon critère pour évaluer une charge. et pour revenir à vos propos initiaux, d'où l'intérêt aussi d'intégrer aussi les représentants du personnel pour voir justement ce travail réel par rapport au prescrit, quoi. Tout à fait, oui. Mmh. Entendu. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet entretien Merci à et vous. et bonne journée. Merci.